Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Collège de France. C'est pour nous un plaisir, un honneur, une fierté de vous accueillir ce matin pour un colloque qui, vous le savez, va durer 2 jours. On n'écrit pas des livres pour autre chose. On écrit pour se ménager des surprises, pour provoquer des rencontres. Et aussi suis-je, je l'ai dit, particulièrement heureux de vous accueillir ici en mon nom et en celui des coordinateurs scientifiques de ce colloque, Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin et Pierre Saint-Garavelou, pour ces 2 journées consacrées à réfléchir ensemble à la manière de conjuguer récit national et histoire mondiale. Les questions que nous allons aborder aujourd'hui et demain peuvent assurément être qualifiées d'historiographiques. Toutes, peu ou prou, concernent les échelles d'analyse d'une histoire transnationale des nations, tentant, en somme, de comprendre non seulement dans le monde, mais je dirais dans leur monde, région, empire, confédération, un monde d'interrelations, des nations qui, d'une certaine manière, comme Marcel Mauss le disait en 1920, ne peuvent se concevoir, ne peuvent se comprendre qu'au large. Nous parlerons donc d'échelle et de périodisation, mais aussi d'usages sociaux, d'appropriation pédagogique et artistique et de conflictualité politique. Car ces questions sont tout sauf abstraites. Si historiographie désigne simplement ici une réflexion fondamentale sur comment on écrit l'histoire, alors celle-ci engage un diagnostic sur ce que notre temps présent peut faire aux relations entre historiennes, historiens et leur public. Voici donc ce qui nous attend durant ces 2 jours de colloque. Et voici ce qui me réjouit personnellement, puisque cela revient à évoquer en ces lieux, et en ces lieux particulièrement, je le dirai à la toute fin de mon court propos introductif, ce que l'écriture de l'histoire fait à nos vies, ce en quoi convoquer le passé nous permet, au fond, de prendre des nouvelles de notre propre contemporanéité, et dire ce que nous sommes en train de devenir depuis 10 ans, pour notre part, et je me souviens effectivement des débuts de cette aventure, 10 ans de joie, de combat, mais aussi d'épreuves dans l'amitié et dans le travail. Tout part sans doute d'un désir collectif, celui de faire retour, et évidemment de faire un retour critique sur ce que nous avons appelé, dans le petit argumentaire de notre programme que je ne relirai pas ici, un moment historiographique. La parution, donc, en 2017, de la première édition de l'Histoire mondiale de la France. Nous n'avons jamais eu, je crois, la prétention d'en exagérer l'importance historiographique. Ce livre n'était pas un programme scientifique, mais une proposition éditoriale. Ce n'était pas un manifeste, mais une manifestation qui consistait en somme à donner à voir et peut-être à aimer la manière énergique et libre, la manière dont on écrit l'histoire aujourd'hui, et ainsi de proposer une réconciliation entre pensée critique et élan narratif. Mais du temps a passé et il ne nous a pas épargnés, puisqu'il s'agit de défendre une histoire savante, en mouvement. Nous ne pouvions nous résoudre à la laisser vieillir, à laisser d'une certaine manière en plan un livre que nous avions déjà complété et augmenté en 2019. Aussi avons-nous décidé de proposer en octobre 2025 une nouvelle édition de cette même Histoire mondiale de la France, augmentée, actualisée, mais aussi prolongée jusqu'au temps présent. Nous nous arrêtions en 2015, c'est-à-dire au fond au moment où le livre avait été conçu. Nous dépassons désormais
cette boucle temporelle en prolongeant jusqu'en 2024. Nous avions laissé le choix aux autrices et aux auteurs, 122 en 2017, 149 aujourd'hui, de réaménager comme ils et elles le souhaitaient leur texte. La plupart l'ont maintenu en état, avec seulement un toilettage bibliographique. Cela donnait, pour moi, une première indication sur le contexte historiographique dans lequel nous sommes. Le temps n'est peut-être pas venu des grandes remises en cause, le principe de responsabilité nous obligeant sans doute d'abord à défendre les positions. Je veux dire ici les valeurs, les méthodes et par conséquent les institutions. Et donc je me suis personnellement mis au diapason de cette volonté collective qu'on ressentait, l'ouverture du livre, qui n'est pas introduite mais juste ouverte, l'ouverture au fond reste la même alors qu'on avait pu imaginer la réécrire totalement, elle est juste prolongée. Et le dernier mot, toujours provisoire, ne revient plus à Emmanuel Laurentin qui, dans la première édition, écrivait le retour du drapeau en 2015, mais à Michel Perrault qui nous fit l'honneur, l'immense honneur, d'écrire sur les inquiétudes et les enthousiasmes de l'année 2024, achevant son texte et par conséquent le livre dans, je la cite, « le mouvement général d'une histoire qui nous emporte au-delà de nous-mêmes, sans que nous en voyions l'issue, mais dont nous pouvons tenter d'infléchir le sens. » Bienvenue donc à quiconque cherche dans l'histoire le moyen de se laisser emporter au-delà de soi-même, précisément pour ne pas renoncer à en infléchir le sens. Voici pourquoi notre rencontre sera animée, je l'ai dit, par une réflexion générale sur les échelles, mais qui sont autant les échelles du temps que celles de l'espace, tant il s'agit au fond d'interroger ce qu'est un événement, ce qu'est une périodisation, de penser les histoires mondiales des nations comme des laboratoires de temporalité. Peut-être sommes-nous au fond réunis ici pour imaginer collectivement ce à quoi pourrait ressembler une notice 2017 parution de l'Histoire mondiale de la France dans une nouvelle édition de l'Histoire mondiale de la France que nous n'aurons jamais l'outrecuidance d'écrire. Pour être fidèle à notre méthode, il faudrait commencer par expliquer en quoi ce projet, qui peut s'autoriser d'une généalogie historiographique spécifiquement française, citant Braudel, pour convoquer les mânes, non pas d'une historiographie mondiale de la France, mais bien d'une historiographie française mondiale, comment cette généalogie, donc, demeurerait inconcevable si on ne la confrontait pas à d'autres traditions historiographiques, et notamment dans les mondes anglo-américains avec Thomas Bender, et notamment dans les mondes allemands avec Jürgen Osterhammel en particulier. Car il en va des traditions historiographiques comme des nations, elles ne naissent pas isolément les uns des autres et elles ne se développent pas séparément. Mais dans un deuxième temps, et c'est en cela que finalement, ça ferait une bonne notice pour cette histoire mondiale de la France à laquelle vous avez échappé. Ce projet en suscite d'autres ailleurs qu'en France, et c'est précisément cette moisson des histoires mondiales de nations européennes, 12 au total, que nous avons souhaité rassembler ici. Car c'est en les comparant que l'on peut saisir quelques traits spécifiques qui singularisent la réception française. Il n'y a par exemple qu'en France où l'on puisse accuser celles et ceux qui écrivent l'histoire de leur pays en grand d'en rabaisser l'histoire. Et c'est tout à fait intéressant de considérer que
les mêmes formes, donc on appellera forme une histoire générale en longue durée, commençant généralement à la préhistoire pour désarmer la question des origines et se séquençant par date, eh bien la même forme ne produit pas les mêmes effets selon les contextes historiographiques et politiques. Je ne reviendrai donc pas sur cette réception dans sa dimension polémique, puisque dans un instant, Christian Delacroix va en parler. Disons que le livre a suscité des engouements peut-être excessifs, mais aussi une entreprise systématique de dénigrement par voie de presse, campagne médiatique qui dure toujours et sur laquelle il n'est peut-être pas utile de revenir, même si, avec le recul, on comprend mieux aujourd'hui combien, par ses méthodes, par ses motifs, par les médias aussi qu'elle mobilisait, eh bien, elle anticipait ce que nous vivons aujourd'hui. Je me contenterai juste de rappeler que les deux articles qui ont été les plus systématiquement dénoncés comme une atteinte à l'honneur national étaient celui de François-Xavier Fauvel, 719, l'Afrique frappe à la porte du pays des Francs, et celui d'Eric Jennings, 1940, la France libre naît en Afrique équatoriale. À simplement lire les titres, on saisit mieux l'effet de symétrie. On reprochait à la première date de remplacer la bataille de Poitiers de 732 et à la seconde d'invisibiliser le 18 juin au profit du 28 août, date du choix de Brazzaville comme capitale de la France libre. Il fallait une bonne dose de mauvaise foi pour feindre de croire qu'un historien, en choisissant de traiter un événement plutôt qu'un autre, laissait entendre que ce dont il ne parlait pas n'avait pas existé ou n'était pas digne d'être raconté. Mais le sacrilège, c'était bien de faire écrire par un africaniste un épisode de l'histoire de France et de raconter l'histoire des pays de part et d'autre des Pyrénées, non depuis Charles Martel, mais depuis les empires berbères. Et on notera au passage, parce que ça n'avait pas été vraiment remarqué, qu'un des gestes historiographiques, c'était de demander à des historiens qui n'étaient pas des historiens de la France, à commencer par moi-même d'ailleurs, de s'intéresser à l'histoire de France, et ainsi de la réenchanter. Et ce que ça a fait, d'une certaine manière, le livre dans le public, c'est justement de ramener des gens vers l'histoire de France. Mais ne faisons pas non plus semblant de ne pas comprendre de quoi il s'agissait. Si certains ont trouvé horripilantes ces deux dates, l'Afrique qui s'invite chez les Francs et la France libre qui se relance en Afrique, c'est précisément parce que ça prenait à rebrousse-poil l'impensé colonial de notre histoire. Et impensé n'est peut-être plus aujourd'hui le bon mot, car tandis que Pierre Nora nous reprochait en une formule étrange de notre volonté de, je cite, mettre en lumière les apports du monde extérieur, colonial et musulman, ce glissement de l'étranger au colonial et du colonial à l'islam, dans le déni ou dans la détestation, n'est aujourd'hui plus impensé, il est affiché, il est revendiqué, il est proclamé. On aurait donc tort, toutefois, de limiter l'histoire de la réception d'un livre à la chronique des polémiques qu'il a suscitées en France. D'abord, parce que celle-ci n'éclaire en rien les réalités d'un contexte historiographique global qu'on ne peut saisir qu'en le saisissant dans d'autres traditions historiographiques, ainsi que va le dire, je pense, Elisabeth Lix tout à l'heure. Ensuite, parce qu'elles occultent ces polémiques d'autres critiques plus fondamentales, plus sérieuses, peut-être plus sévères, que l'on peut faire, que l'on doit faire à cette entreprise. Et nous comptons beaucoup sur la première table ronde à la fin de la matinée pour en éclairer les enjeux de manière importante. Enfin, troisièmement, parce que
au fond, on ne peut se contenter de cette démarche polémique parce que la démarche historiographique qui est nôtre n'est pas hors sol, puisque, au fond, les enjeux véritables de la conflictualité politique que suscite cette aspiration à une histoire transnationale des nations doit se mesurer à l'ampleur, à la profondeur, à la portée des usages sociaux, des interprétations artistiques et pédagogiques d'un livre qui s'est vendu à près de 200 000 exemplaires. Je ne dis pas cela pour m'en vanter, mais au contraire pour m'en dessaisir. Parce qu'à ce niveau-là, évidemment que ça ne nous appartient plus. Bien sûr que peu importe au fond ce qu'on a fait ou ce qu'on a voulu faire, l'essentiel, ce qui compte vraiment, c'est ce que les lectrices et les lecteurs en ont fait, et c'est cela, au fond, qui donnera lieu à la matinée de demain. Peut-être a-t-il manqué à ce livre la sérénité d'un débat académique, mais c'est trop tard, et il ne s'agit pas de l'avoir après coup, ici même. Le temps historiographique ne se rattrape pas, et après tout, nous l'avons bien cherché, puisque ce livre, nous ne l'avions pas annoncé par un programme, et nous l'avons lancé publiquement, non dans une université, mais dans un théâtre, théâtre de la Colline, à l'invitation de Wajdi Mouawad. Et d'emblée, dès ce jour-là, nous avons été débordés, parce que le théâtre est le lieu du débord, et ce qui, d'une certaine manière, pose la question politique fondamentale du théâtre, qui est, au fond, comment cesser de réagir aux réactionnaires, c'est-à-dire rester sur le même terrain, mais comment passer de la réaction à la riposte. La riposte, contrairement à la réaction, c'est quand, effectivement, on quitte le terrain qui nous est trop défavorable. On ne corrige pas les effets d'une réception par l'exposé de ses intentions, et si certaines critiques purement académiques manquaient leur cible, c'est dans l'ignorance de cette dimension fondamentalement publique de l'entreprise éditoriale, d'abord, au fond, destinée à redonner confiance dans la capacité de l'histoire savante à peser sur le débat public. C'était là notre seul objectif. J'y reviendrai pour finir dans quelques instants, car je ne veux pas, évidemment, être trop long en présentant tout le programme. Je vais juste il va vous être présenté au fur et à mesure. Vous avez remarqué effectivement que je viens de parler de ce qui concerne l'histoire mondiale de la France, ou plus exactement ce qu'on a fait avec elle, après elle, d'après elle, et d'une certaine manière depuis elle, mais vous avez aussi compris que ce n'est pas cela seulement dont il est question. On n'écrit pas des livres pour autre chose que pour en susciter d'autres, pas seulement augmenter la bibliothèque d'ailleurs, mais élargir notre conscience historique, et donc l'ensemble, les deux après-midi, vous le comprenez, vont saisir à partir de tous ces ouvrages, mais pas seulement eux qui se sont inspirés ou se sont autorisés ou se sont encouragés de cette expérimentation historiographique, la question de savoir comment on écrit en Europe une histoire de l'Europe à l'épreuve du monde. Car la première hypothèse que nous avons à poser concerne l'histoire de l'Europe. Puisque nous avons tant de mal à en écrire l'histoire, peut-être pouvons-nous provisoirement admettre que l'Europe puisse être la somme, ou plutôt la constellation des rapports que chaque nation entretient avec le monde. Et la seconde hypothèse, également prospective, en résulte indiscutablement. Comment, en retour, peut-on mettre cette histoire européenne à l'épreuve du monde, et comment l'histoire du monde peut, à son tour,
se déseuropéaniser. Ça sera l'objet de la dernière après-midi. Bref, vous l'avez compris, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. On désire effectivement poursuivre, enfin que d'autres poursuivent cette aventure, et parce que, si je dis qu'on élargit la conscience historique, cet élargissement ne vaut rien sans un exercice constant de reconnaissance. Aussi voudrais-je dire, pour terminer, notre joie, à nouveau, c'est décidément le mot-clé, mais il désigne l'élargissement de la puissance d'agir, notre fierté, notre reconnaissance, de pouvoir réunir ici, au Collège de France, les autrices et les auteurs des histoires mondiales de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de la Suisse, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Hongrie, mais aussi de la Catalogne, de la Sicile, des Flandres et de la Lorraine, mais aussi d'autres éminentes spécialistes et éminents spécialistes venus du monde entier que nous allons vous présenter au fur et à mesure, mais que je voudrais d'ores et déjà remercier toutes et tous sincèrement pour leur confiance et pour avoir fait le voyage. Et pour le reste, je vous laisse, comme l'auteur d'un livre récent sur la peste noire l'écrit dans son prologue, non sans vous avoir dit une dernière fois combien je suis personnellement heureux et ému de vous réunir ici au Collège de France. Parce qu'au fond, cette discussion, moi personnellement, j'ai jamais voulu la voir ici. Pendant que nous défendions avec nos camarades dans les médias l'histoire mondiale de la France, donc pendant, disons, le premier trimestre 2017, moi, je faisais un cours ici sur les fictions politiques. Et j'ai retrouvé mon agenda avec une date, histoire de date, le moment où l'idée a été pour la première fois formulée à l'invitation des Éditions du Seuil et de Séverine Nickel, que je dois remercier ici. C'était, donc sur mon agenda, il y a marqué « Réunion Histoire de la France globale ». C'était le jeudi 26 novembre 2015, soit 2 semaines après les attentats du 13 novembre, qui allait personnellement m'obliger à réécrire la leçon inaugurale que je prononçais ici même 3 semaines plus tard, le 17 décembre. Donc voilà, c'est le contexte. C'est cet événement en cours, de longue durée, de l'année 2015, dont je ne suis pas absolument persuadé que nous sommes sortis, étant, pour ma part, je me souviens, à ce moment-là, le jeudi 26 novembre, je me saisis d'un passage et c'est ce passage qui va mettre le feu aux poudres, hein, cette fameuse phrase de Michelet, qui traînait dans un livre que j'avais fait quelques semaines avant sur Prendre date, sur les attentats de janvier, avec mon ami écrivain Mathieu Riboulet, malheureusement disparu. Et je me permets de citer cette phrase, puisque, voilà, j'en suis pas l'auteur, ou j'en suis pas seulement l'auteur. Le narrateur dit ceci. « Je pense au jeune Michelet, écrivant en 1831 dans son introduction à l'histoire universelle, ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Songeant que les historiens d'aujourd'hui seraient bien inconséquents s'ils ne s'emparaient pas franchement de cette ambition pour l'arracher à la médiocrité étriquée qui la confisque aujourd'hui. Vivre si petitement dans une histoire trop grande pour soi, voilà peut-être où commence l'interminable décomposition politique à laquelle on assiste, impuissant. » Donc d'une certaine manière que cette histoire revienne au Collège de France, qui est son lieu, qui doit l'être, parce que ce n'est pas une tribune, mais c'est un lieu d'accueil, ce n'est que justice. Et c'est pour moi l'occasion de remercier une dernière fois celles et ceux qui ont rendu ce colloque possible, les coordinateurs que j'ai déjà cités, leurs institutions respectives, Sciences Po,
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Institut universitaire de France pour leur contribution financière. Merci aussi à Jean-Louis Fassi pour avoir tenu les cordons de la bourse. Merci à Aurélien Peter pour avoir tenu, quant à lui, les deux bouts de la brochette de fruits, mais aussi bien d'autres choses encore qu'il tient vaillamment. Et merci à tout le personnel, les régisseurs, le personnel d'accueil du Collège de France. Et maintenant que la fête commence, car ce sera, j'en doute pas, une fête de l'esprit, surtout que j'ai la joie d'accueillir Christian Delacroix, éminent historien des historiens, qui, depuis longtemps, fait l'histoire, justement, non seulement des positions historiographiques, mais aussi des réceptions critiques, et qui, tu veux te mettre où? Ici, là? Je m'assois. Bon, très bien. Eh bien, très bien. Donc, c'est à toi.